Ben, j'étais loin de m'en douter en fait. Je croyais en rien quand j'étais plus jeune. J'étais très cartésienne, très terre à terre, pas très ouverte d'esprit même. Et, donc c'est arrivé, donc quand j'avais 13 ans, j'allais aider les personnes âgées avec mon grand-père pour faire de la maçonnerie ou des petits travaux. Et une dame m'a regardée en me disant toi, tu as quelque chose, tu vas faire de grandes choses, tu vas aider les gens et tout. Elle m'a offert un jeu de tarot. Et ça en est resté là parce que je ne m'y suis pas intéressée. J'ai gardé le jeu de tarot comme un cadeau, mais je n'ai pas cherché plus loin. Et ça a commencé vraiment à 15 ans. Donc j'étais avec ma maman sur la route en voiture et je lui ai dit dépêche-toi, arrête-toi, il y a une dame dans l'arbre, elle est pendue, il faut faire quelque chose, appelle les pompiers et tout. Et donc j'ai vu maman qui me regardait et qui m'a dit mais qu'est-ce que tu me dis, ça va pas, t'es folle, qu'est-ce qui se passe? Et donc à partir de là c'était la descente aux enfers quoi, parce que je me suis aperçue que plus ça allait et puis plus je voyais des gens décédés dans de mauvaises conditions d'abord, plus avec beaucoup de sang, des gens suicidés, pendus, noyés. Et de là, je me suis crue vraiment folle. J'avais très peur d'être internée en hôpital psychiatrique. Donc j'ai commencé à faire des tentatives de suicide, plus d'abord des appels au secours. Et une fois un peu plus grave, donc j'ai atterri à l'hôpital quand même. Et à l'époque, j'étais en pleine rupture familiale avec un divorce de mes parents. Et donc je me suis dit peut-être que le fait que j'allais pas bien moralement fait que du coup il y a des choses qui se passent dans ma tête et voilà. Et en fait il s'avère que non, pas du tout, parce que plus ça allait, plus ça arrivait et moins j'en parlais. J'ai commencé par me renfermer complètement. Physiquement j'ai pris beaucoup de poids et puis j'ai arrêté de manger après. J'ai perdu 37 kilos en l'espace d'un mois. J'ai reçu beaucoup d'aide de personnes, notamment sur Granville. Une femme qui m'a beaucoup aidée, qui elle aussi communique par écriture automatique. Ma maman, quand ça m'est arrivé, est allée la voir parce qu'elle en avait entendu parler. C'est elle qui lui a dit écoutez, votre fille a un don, il faut qu'elle l'exploite. C'est important. Elle m'a donné pas mal de renseignements sur comment faire, pour qui, pourquoi, comment se protéger aussi. Voilà le chemin un petit peu à suivre pour être bien. Et donc c'est elle qui m'a appris beaucoup de choses, vraiment. Je dirais que dans tout ça, vraiment le plus dur à souligner, c'est le fait d'en parler, de le dire aux autres. Il faut pas, enfin voilà, le fait de... Moi, ça a été maman en premier, quoi. C'était vraiment, j'étais très proche de maman parce que j'avais qu'elle. Et je voulais pas, j'avais bien sûr ma petite sœur, mais pas la perturber avec ce genre de choses, parce que c'est vrai que c'est perturbant. L'annoncer à ma mère et puis l'annoncer aussi après à l'homme que j'aime, parce que c'est vrai que je me disais si je le fais pas dès le début et que je m'attache à lui et qu'il me quitte pour ça, parce que c'est fort possible, d'annoncer à l'homme qu'on veut voilà, on est ensemble, je t'aime, mais par contre je vois les gens qui sont morts. Il y a beaucoup de chances pour que ça le fasse fuir, quoi. Et donc, c'est vrai que je me dis, si je le dis plus vite, j'aurai moins mal s'il part. Donc, ça, c'est à chaque fois des épreuves, quoi. C'est de le dire aux autres. Oui, c'est une dame donc, qui est médium, qui parcourt la France, qui a 89 ans maintenant, qui est avec son petit chien et qui fait Marseille, Lyon, Paris et Granville en une semaine, qui se déplace tous les 2 jours pour justement donner des conférences et aider les gens aussi à sa manière. Donc elle est comme moi, elle voit les défunts. En fait, elle se trouve sur une estrade et on est donc 150 à peu près dans la pièce. Et en fait, elle va désigner quelqu'un en lui disant voilà, votre papa est là, il vous dit telle ou telle chose, il vous dit rappelle-toi le dimanche quand je faisais ci ou ça. Et donc chaque personne qu'elle désigne a le petit message
voilà, que la personne voulait lui transmettre. Et à la fin de cette conférence, la première fois où j'ai été la voir, donc on était, oui, 150, je dirais, et elle est venue me voir parmi tout ce monde-là, et elle m'a dit comme ça, mais tu me fais pas un câlin? Donc là, j'étais à moitié surprise quand même, et puis je l'ai prise dans mes bras, tout simplement. Et elle est venue à mon oreille et elle m'a dit tu sais que toi et moi, on est de la même maison. Et là, j'étais surprise, c'est clair, mais soulagée surtout, je pense. Ah oui. De savoir que elle savait que j'étais... Et que c'était confirmé, que tu avais de la famille quelque part. Ouais. À ce niveau-là, j'étais rassurée. Il y avait une femme qui était là, donc qui, je pense, était là sûrement pour m'aider. Je ne l'avais pas perçue comme ça quand elle est arrivée, parce que c'est vrai qu'elle était arrivée le soir, qu'elle est restée très longtemps pour me dire qu'il fallait que je parle d'elle à maman. Et à l'époque, j'étais vraiment cloîtrée dans le silence, en pleine dépression à cause de tout ça. Et j'avais vraiment pas envie d'en parler. J'avais peur que maman me rejette vraiment, quoi. J'avais peur qu'elle me croie folle et que je me sente encore plus seule que... Voilà, donc du coup, au début, j'ai refusé. Et puis le temps passait, et puis elle était là, et puis elle me tannait toujours, donc... Elle ne savait pas comment t'aider? Non. Donc du coup, j'ai pris le dessus. J'ai demandé à maman, d'un ton vraiment sec, de s'asseoir et de m'écouter sans parler. Et de là, j'ai dit toutes les informations que cette femme me donnait sur elle, le prénom de sa fille, enfin vraiment des détails, quoi. Et de là, maman, je l'ai vue se sentir un peu mal et elle m'a dit comment est-ce que tu sais tout ça? C'est vrai, c'était ma meilleure amie, elle s'est suicidée, elle s'est jetée dans la vire. J'y avais dit un peu de temps avant que cette femme était complètement boursouflée, qu'elle était trempée, qu'il y avait de l'eau qui coulait par terre. Et ça l'a fait vraiment réagir. Et là, elle a compris que les gens étaient autour de moi et que je les voyais, quoi. C'est ça, c'était l'élément déclencheur vraiment de l'histoire avec maman, quoi. C'était vraiment sa meilleure amie qui est venue. Aujourd'hui, je comprends qu'elle est venue en fait pour m'aider, pour me secourir, pour que j'en parle à quelqu'un. Donc c'est vrai que j'ai eu la chance des fois de tomber sur des personnes proches des gens que j'aimais pour qu'ils puissent me soutenir en disant voilà, si tu lui dis ça, il va te croire. Donc ça, c'était vraiment des points bénéfiques pour moi, quoi. J'avais un soutien des défunts aussi. Donc il m'apporte aussi, je peux dire qu'il m'apporte aussi certaines choses. Ça fait comme si j'avais un peu, entre guillemets, deux vies, quoi. Enfin, moi, j'ai ma vie, j'ai tout ce qui est très, très concret et professionnel, sentimental et tout ça. Et puis à côté, j'ai ça qui est des fois qui peut ne pas être facile à accepter pour moi, mais pour les gens qui m'entourent aussi. Parce que c'est pas évident non plus pour eux. Donc, que ça soit pour ma mère, pour mon fiancé, pour tout ça, c'est pas non plus évident pour eux, je m'en rends compte. J'ai des horaires pas faciles. Fait que le temps qui me reste, j'essaye d'être le plus disponible possible pour les gens qui... Je me fais pas de pub jamais, mais c'est vrai que le bouche-oreille fait que les gens commencent à savoir que ça existe, qu'il y a une jeune fille à Carentilly qui pratique ça, donc du coup ils arrivent à avoir mon numéro, ils m'appellent, ils m'expliquent qu'un membre de leur famille, ami, n'est plus là et qu'ils auraient besoin d'avoir un dernier entretien avec cette personne. De là, je fixe un rendez-vous selon mes disponibilités et j'essaye de faire au plus vite pour les rencontrer. Ça arrivait comme ça, je marchais, je me promenais, et puis tout d'un coup, je voyais... voilà, j'ai pris l'exemple d'une femme pendue ou quelqu'un sur le bord de la route plein de sang. C'était vraiment différents moments, c'était tous les jours, quoi, de plus en plus. La plupart, je voyais que, bon, ils étaient un petit peu, on va dire, très pâles et tout, très cernés et tout. Donc là, je m'apercevais que, voilà, ils étaient plus de ce monde. Mais je suis sûre que c'est passé aussi plein de fois où je m'en suis pas vraiment rendu compte et je suis passée à côté d'eux. Ça, c'est sûr, comme l'exemple du jeune homme au rempart de Saint-Lô, que j'ai cru encore vivant et qui était en train de se suicider. C'était vers 19h. Donc je me promenais avec mon petit ami sur les remparts de Saint-Lô.
Et j'ai croisé un jeune homme qui s'est mis à disputer mon copain en lui disant « c'est de ta faute, qu'est-ce que tu as fait, tout est de ta faute ». Et j'ai regardé mon copain en me demandant ce qui s'était passé entre eux. Et j'ai vu ce jeune homme donc s'approcher des remparts pour se suicider. J'ai voulu tenter de le rattraper. À mon tour, j'ai basculé en fait. Et là, mon copain m'a tout juste rattrapé par la cheville. Et au moment de... Donc j'ai vu cet homme tomber. Et au moment de l'impact avec le sol, j'ai vu qu'il avait disparu. De là, j'ai compris qu'en fait, il était déjà mort. Et que moi, j'ai essayé de le rattraper alors qu'il n'existait plus. Et mon copain a réussi à me tirer vers le sol pour me rattraper. Et donc j'aurais très bien pu y passer ce jour-là s'il n'avait pas été présent. Après, je me suis renseignée et j'ai su que cet homme était en fait homosexuel, hein, qui s'était disputé avec son copain. Donc je pense que le fait d'avoir vu un homme l'a fait encore revivre sa mort et réagir et tout. Mais c'est vrai que dans certaines circonstances, des fois, ça fait que voilà, je différencie pas forcément les vivants des défunts. Donc des fois, ça pourrait me porter préjudice. Ouais. Et il n'y a pas longtemps, tout à côté d'ici, chez toi, il y a, tu as vu des soldats. Oui, il y en a beaucoup. C'est vrai que j'en vois énormément donc, dans la région. Donc je pense qu'il y a l'histoire qui est là. Et c'est assez intéressant pour moi de faire des recherches pas très loin de la maison. Là, il y a donc plusieurs soldats des SS allemands qui, je les ai croisés entre guillemets un soir. Et donc ils ont cru au premier abord que j'étais une infirmière parce que je portais un foulard sur la tête. Et un ami était avec moi pour m'aider parce que lui, il s'y connaît vraiment au niveau de la guerre et tout. Il est passionné, quoi. Et donc, je lui ai décrit les uniformes et tout. De là, il a su me dire qui étaient ces soldats, de quel régiment, en quelle année. Il m'a dit pas mal de choses. Et moi, j'avais donc mon portable avec un traducteur allemand pour m'aider à leur parler. Je leur ai donc dit que la guerre était terminée, qu'il était temps de partir, que tout était fini. De là, ils ont un petit peu réalisé. Ils m'ont expliqué que c'était un bombardier qui les avait surpris. Et donc, qu'ils étaient morts dans ces circonstances. Et je leur ai dit que aussi Hitler était mort. Et là, j'étais sous le choc parce que j'ai vu des hommes au premier abord avec beaucoup de virilité, avec des armes et du sang et tout ça. Et en fait, je les ai vus pleurer comme des enfants, quoi. C'était pour eux le ciel qui s'écroulait sur leur tête, quoi. Et il n'y a pas longtemps, tu disais que tu avais rencontré d'autres soldats, pas très très loin d'ici, une trentaine de kilomètres. Sur la lande de l'Essai, oui. Ouais. J'étais donc en vacances à Saint-Germain-sur-Aie. Ah oui, donc pour tout à fait autre chose. Voilà. Voilà. Bon, et j'ai entendu parler comme tout le monde de la fameuse Dame Blanche de l'Essai, qui en fait est une jeune femme qui a eu un accident, tout simplement. Et donc je me suis dit pourquoi j'en profiterais pas pour aller l'aider, lui parler. Donc j'ai demandé d'abord par écriture automatique si je pouvais l'aider ce jour-là. Donc on m'a dit que oui, que j'avais qu'à me trouver là-bas le soir. Et après on m'a donné une information en me faisant noter 2, 4, 6, 8. Et j'ai pas forcément compris pourquoi. Et le soir, donc, je suis partie avec un ami et ma petite sœur, donc sur la lande de l'Essai. Grâce au pendule, j'ai trouvé l'endroit le plus favorable à communiquer avec les défunts pour donc retrouver cette jeune femme. Et ça m'a conduit à une casse de camion ou quelque chose comme ça. Et donc je me suis un petit peu enfoncée dans cette casse et là j'ai vu 2 soldats devant moi qui apparaissaient. Je me suis retournée, il y en avait 2 derrière, 2 sur les côtés, et de l'autre côté pareil. Et là j'ai compris qu'en fait c'était un guet-apens, d'où mon message dans l'après-midi de 4, 6, 8 qui me prévenait sans me prévenir vraiment. Et de là ils ont commencé à m'encercler.
j'ai remarqué qu'ils hurlaient, quoi. Ils n'arrivaient pas à parler correctement. Je leur demandais de ne pas crier. Ils m'ont expliqué après, quand ils ont commencé à réaliser que la guerre était finie, parce que pour eux, ils étaient encore en plein dedans. C'est pour ça qu'ils utilisaient un peu leur méthode de guet-apens. Et de là, ils m'ont expliqué que leur avion avait explosé. L'avion était encore dans les arbres, donc j'ai pu identifier l'avion. On a fait des recherches d'ailleurs. On a retrouvé les photos sur Internet de ces 8 soldats, avec même un petit chien qui était présent aussi avec eux, qui est aussi sur la photo sur Internet. Et donc voilà, je leur ai dit que tout était terminé. J'ai compris qu'ils parlaient fort parce que l'avion avait explosé, donc leur tympan avait dû éclater dans l'explosion, et du coup ça les avait rendus complètement sourds et hurler. Donc je leur ai dit qu'ils me réclamaient la fin de l'histoire de la guerre pour comprendre ce qui s'était passé, pour pouvoir partir en paix, quoi. On t'a demandé à faire un devoir quelque part, et que tu dois retourner avec cette information. Voilà, pour leur dire, pour leur raconter comment ça s'est passé à la fin, pour qu'ils puissent trouver la paix et partir. Voilà. C'est ceux qui cherchent encore la paix, et que soit ils ne se rendent pas forcément compte qu'ils ne sont plus là et ils continuent, entre guillemets, à vivre leur vie terrestre. Ou soit ils savent qu'ils sont décédés, mais ils voulaient dire quelque chose, ils ont besoin de prononcer encore quelques mots par écrit, et du coup ils viennent à moi. Souvent comme ça. Des fois ils vont passer devant la maison, mais le plus intéressant c'est quand vraiment je cherche à comprendre d'où ils viennent, pourquoi ils sont encore là. À partir de là, dès que je le sais, je vais chercher à savoir comment les faire partir, qu'est-ce qu'il leur faut pour être en paix. Enfin, je cherche à savoir en fait pour les aider eux. Ça aide forcément les proches parce qu'ils ont un dernier message de leurs proches, donc forcément ça les réconforte, mais je pense que pour moi le principal c'est d'apaiser les gens qui ont disparu malheureusement et qui ont besoin de ça pour partir en paix, quoi. Faire ce que je peux pour les aider. C'est le plus important. Parce qu'on souffre forcément de la perte de quelqu'un, mais on ne connaît pas la souffrance que la personne a dans l'autre, entre guillemets, dans l'autre monde, parce que c'est une souffrance inexplicable, je pense. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut subir ici. Je pense que c'est 10 fois pire. Je demande toujours la permission parce que je ne veux déranger personne. Je veux juste aider. Ça, c'est vraiment mon but, quoi. C'est d'aider ceux qui sont mal partis, ceux qui restent bloqués, ceux qui sont encore là. Et donc, je demande par écriture automatique. Donc, j'ai simplement un bout de papier, un crayon. Je pose ma question sur feuille, donc, pour demander la permission ou si je peux avoir un contact avec eux. On me répond oui ou non. Si c'est oui, je demande une protection d'abord pour moi, et puis surtout beaucoup de courage pour que je puisse arriver à mes fins et que eux puissent partir tranquillement, quoi. Mais toujours, jamais je vais contre la volonté des gens défunts. Si je rentre en communication avec les défunts, mettons comme je fais actuellement chez moi, souvent j'utilise donc une bougie pour avoir toujours de la lumière, de la protection, de l'encens. J'ai différents encens, purificateurs, etc. J'utilise un pendule pour des questions auxquelles je ne peux pas répondre toute seule. Du sel béni aussi, que je porte sur moi pour me protéger. Et voilà, je garde... Parce que au début, je ne me protégeais pas assez et j'en souffrais plus.
disons quand je ne savais pas comment faire pour me protéger, ça arrivait que des personnes donc défuntes venaient la nuit, assises au bord de mon lit, pour me parler, pour me dire qu'il fallait que je contacte leurs proches encore vivants, pour leur dire telle ou telle chose. Et je passais des nuits infernales à pas dormir parce qu'ils étaient là en train de me caresser les cheveux ou même pire. Donc de là, c'était devenu invivable. Parce que des fois, j'avais pas envie forcément de parler, j'avais pas envie de les voir. Et c'était trop souvent, en fait. Donc du coup, cette dame m'a appris à gérer le fait de quand est-ce que je voulais bien ou quand je n'aurais pas voulu. Enfin voilà, elle m'a appris à gérer tout ça. C'était essentiel. Ce genre de souvenirs qui sont assez désagréables, c'est tout simplement une dame qui est venue avec son papa pour prendre rendez-vous avec moi. Et j'étais absente à ce moment-là, donc c'est ma maman qui leur a dit de me rappeler pour fixer un rendez-vous. Simplement, donc les proches qu'ils avaient perdus, c'était donc la femme du monsieur et son fils, ont dû, je ne sais pas par quel moyen, se rendre compte qu'ils étaient repartis sans me voir. Et cette nuit-là, donc, un monsieur chauve est venu près de mon lit avec une dame âgée, toute la nuit, en me secouant à moitié, en me réveillant tout le temps. Et je travaillais le lendemain et j'ai pas dormi de la nuit. Et le matin, quand je me suis réveillée, maman elle m'a dit « Pourquoi tu as cette tête-là » quoi. Et j'y ai raconté qu'il y avait un monsieur, une dame, toute la nuit, qui avait été là à m'embêter. Et donc je me suis levée à moitié en pleurant quand même, parce que, à bout de force, quoi. Et elle m'a dit, écoute, ils étaient comment? On va chercher qui c'est. Et je lui ai décrit donc l'homme chauve avec la petite dame aux cheveux frisés. Et de là, elle m'a dit, attends, il y a 2 personnes qui sont venues me voir hier, elles m'ont montré les photos, c'est ce que tu me décris, quoi, c'est l'homme et la femme. Et après, j'ai rentré en communication avec eux, et en fait, ils avaient tellement peur qu'il n'y ait pas de rendez-vous de fixer ou que je ne rappelle pas les personnes, que ils sont venus me tanner toute la nuit pour que je les oublie pas, quoi. Donc des fois ça se passait un peu comme ça et c'était trop fatigant pour moi. J'étais sûrement pas encore assez protégée pour ça. Maintenant j'arrive à décider et leur dire je vais le faire, mais laissez-moi du temps, laissez-moi prendre contact avec votre famille. Avant, j'avais peut-être pas tout ça, c'est pour ça que... Mais c'était trop fatigant, je pouvais pas continuer. Je comprends aussi leurs besoins et leur insistance par rapport à moi. C'est une chose, je comprends tout à fait. Mais pour moi, c'est trop. Des fois, c'est trop dur. Oui, c'est donc un couple qui ont perdu leur jeune fille de 15 ans l'année dernière, d'une rupture d'anévrisme. Et donc j'ai été chez eux pour pouvoir essayer d'aider cette jeune fille et par la même occasion d'aider leurs parents, ses parents. Et donc je suis rentrée en communication avec elle. Toujours par l'écriture. Par écrit, ouais, pour commencer, pour qu'elle se joigne à nous, quoi. Et donc elle a commencé par me demander d'enlever mes bijoux. Après j'ai compris, grâce à ses parents, qu'elle n'aimait pas du tout les bijoux, donc... Elle était assez forte de caractère et donc ça a commencé comme ça. Et puis par la suite, elle m'a fait écrire « Je veux toucher mes parents ». J'avais déjà fait 2-3 expériences comme ça en prêtant, entre guillemets, tout simplement mes mains pour qu'il y ait un dernier contact physique. Parce que c'est vrai que nous, vivants, on s'attache beaucoup au matériel, à tout ce qui est physique. Et c'est ce qui manque le plus, de plus pouvoir prendre une personne qu'on aimait dans les bras, quoi. Et ça m'est arrivé de passer par les mains pour toucher les mains donc des gens. Simplement, cette jeune fille, elle, avec insistance, ne voulait pas que mes mains, mais carrément tout mon corps pour pouvoir serrer ses parents une dernière fois dans les bras. Donc elle a demandé un endroit précis dans leur maison, dans sa chambre, où elle aimait être apparemment, donc que son père m'a dit. Et il y a eu ses parents, chacun leur tour, qui sont montés, que j'ai pris, qu'elle a pris dans les bras à travers moi, en fait. Et pendant ces périodes, moi, j'ai plus trop de souvenirs. Je me sens complètement vidée. Et par contre, de ce qu'on m'a dit, parce que ma mère m'accompagne à chaque fois, et de ce qu'on m'a dit, ma voix était même transformée.
Et la maman a même dit, mais c'est la voix de ma fille. Donc là, en fait, elle avait emprunté tout mon corps pour avoir une dernière approche physique avec ses parents. Donc c'est assez difficile, c'est assez fatigant. Ça fait comme si, à un moment donné, il y a une période où j'essaye de m'évader un petit peu, comme si mon corps astral, entre guillemets, se déplaçait de quelques mètres, le temps que le sien vienne dans mon corps physique. Pendant quelques minutes. Tu fais de la place. Voilà. Enfin, je prête mon corps et après, donc, mais ma plus grande peur, c'est qu'elle y reste, quoi. C'est vrai que c'est peut-être impossible, mais c'est vraiment ce à quoi je redoute le plus, quoi. Et après, donc, je reviens. Elle s'en va et je reviens. Mais après, il faut que je dorme, que je mange, que je reprenne des forces tout le temps. Oui. C'est un petit garçon que j'ai vu donc, dans le fossé, sur le bord de la route, une petite route de campagne, qui était assis, habillé en gris. Enfin, je l'ai perçu un peu, vraiment, à mon avis, il y a longtemps qu'il est là. Donc avec ses livres sur les genoux et tout. Et en face, il y avait donc une maison qui n'existe plus aujourd'hui. Et je voyais sa maman hurler « Ne rentre pas tout de suite ». Et j'entendais derrière le papa en train d'hurler également contre la maman, qui devait se faire taper par son mari. Et donc de là, je voyais ce petit garçon qui était tout seul, assis. Et, après, je me suis renseignée. Et j'ai compris que le papa était donc alcoolique, hein, qu'il avait pris le fusil et après avoir battu sa maman, l'avait tué. Le petit garçon a dû rentrer juste après, il l'a tué également, et après il s'est tué lui-même. Donc des fois je rentre dans ces histoires tragiques, et il y en a beaucoup. Ça se passe beaucoup comme ça, on va dire. Oui, c'est une femme qui a perdu son mari il y a quelques années, je crois qu'il y a 11 ans maintenant, et qui n'a jamais fait le deuil de son mari, qui a pleuré tous les jours pendant 11 ans. Et donc elle est venue me voir parce qu'elle avait entendu son frère qui était venu me voir également. Et donc elle a pu avoir un entretien avec son mari, par l'écriture aussi. Donc il lui a délivré un beau message de 2 ou 3 pages, je crois. Et c'est vrai que ça l'a complètement libérée, elle, parce que le fait de savoir qu'il pouvait lui parler, il lui a redit des souvenirs ou des choses, ça l'a soulagé, et même pour lui, ça l'a délivré aussi. Donc c'est une dame, je reçois les gens, mais à la fin, il y a toujours un suivi, quoi. Et s'ils ont besoin, ils me rappellent, moi je prends des nouvelles. C'est pas 10 minutes et après je les revois jamais, quoi. J'essaye de rester plus ou moins en contact avec eux dès qu'ils en ont besoin. Il lui a parlé vraiment, je dirais en direct, parce que c'est vrai qu'il l'a surnommé, je sais plus comment. Ma petite ange ou quelque chose comme ça. Voilà, et en fait, dans les lettres qu'elle m'a montrées, parce qu'on est allé chez elle, dans les lettres qu'elle m'a montrées, qu'il lui écrivait quand il a commencé à s'intéresser à cette femme et tout. Et c'est vrai que c'était les mêmes petits surnoms que j'avais eus par l'écriture de sa part. Donc elle avait vraiment retrouvé son mari dans les écrits. C'était son écriture, c'était ses mots. Elle m'a même laissé un témoignage, une petite lettre qu'elle m'a fait où elle dit que c'était bien lui, quoi. J'ai l'impression que bizarrement, oui, c'est vrai que j'entends que d'une oreille. J'ai l'impression que j'entends que de l'oreille droite quand j'entends quelque chose. Et des fois, ça va venir en son, au début assez difficile à percevoir, à entendre. Et plus ça va, plus ça se précise, en fait. Et après, je comprends, même si ça ne veut rien dire au niveau de la parole pour nous, et j'arrive à décrypter en fait les mots par rapport au son que j'entends. J'ai remarqué que quand c'était des personnes qui
qui viennent de mourir, en fait, ça fait pas très longtemps, je les vois pas directement. Je sens une présence, je pourrais dire si c'est féminin, masculin, mais ça se montre pas à moi directement. Je pense qu'il y a une certaine période avant que je puisse les voir. Après, je sais pas comment ça se passe non plus, mais dans un premier temps, je crois que je peux pas. Ça peut être, oui, pour plein de choses. Ça dépend comment elle la regarde. Souvent, ça dépend si elle me regarde de moi, ça dépend si elle a envie d'aller vers moi. Si elle est simplement près d'elle, des fois, je me dis que voilà, elle la protège, elle est là pour elle. Puis ça s'arrête peut-être là. Si elle me sollicite un peu plus, je me dis plus que peut-être qu'elle a un message à délivrer, qu'elle a envie que j'aille parler à cette personne-là. Mais bon, c'est jamais facile d'aborder quelqu'un en lui disant que j'ai quelque chose à lui dire de la part d'un tel ou un tel qui est plus là. C'est des choses que je me permets pas très souvent, quoi. Il faut être attentif quand tu commences à quelque chose, tu te dis tiens, ouais, bon, c'est une coïncidence, c'est par hasard. Mais il faut toujours garder une réserve en se disant bon, ben d'accord, c'est peut-être par hasard, mais je vais faire attention à ce que peut-être ça se reproduise pas, ou être attentif à ce qui pourrait être un signe, en fait. Donc ça, c'est important. Et ben, disons qu'il y a des fois on se dit bon ben, soit il y a un bruit qui arrive et tout, et on se dit bon ben c'est bizarre, mais c'est la maison qui craque. Et c'est le genre de choses. Ouais, voilà. Et puis en fait, il s'avère que d'accord, on n'y fait pas trop attention. Faut pas tomber non plus dans la parano. Mais c'est vrai que si ça se reproduit, dire bon ben c'est vrai que la prochaine fois je ferai attention. Il est quelle heure? Bon, ça revient. Il est quelle heure maintenant? Enfin. Mais ça peut vouloir dire quoi? Eh ben ça peut être, mettons, enfin je sais pas, je vais dire une bêtise. À un certain moment de la journée, il y a un bruit ou tu as une fenêtre qui claque et tu as mal, je veux dire, t'as mal dans le ventre. Et puis ça revient, et puis c'est des choses comme ça, où tu vois une forme qui se dessine, ou tu avais fermé ton robinet, et puis en fait il est ouvert. Et puis ben, en fait, tu peux apprendre par la suite que dans ta maison, il y a quelqu'un donc qui est mort d'un problème, qui a eu un cancer de l'estomac et qui est mort chez lui, dans sa douche. Enfin, je dis des bêtises, mais ce que tu vis au quotidien et les signes que tu peux avoir peuvent être en fait... Il y a la convergence. Voilà, entre l'autre vie d'avant qui veut se faire manifester en fait, voilà, qui se manifeste. Ça peut être.